Je suis Abraham, 34 ans, père célibataire de ma fille de 7 ans, Sophie. Il y a 5 ans, j'ai acheté ma maison d'enfance à mes parents, créant ainsi une stabilité pour nous après mon divorce. Tout semblait parfait jusqu'à ce matin où j'ai trouvé des documents judiciaires sur mon pas de porte. Mes propres parents me poursuivaient pour nous expulser afin que ma sœur cadette, Amanda, puisse devenir propriétaire de sa première maison. Ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement la trahison, mais la façon dont il souriait à Sophie tout en complotant pour lui enlever sa maison. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer dans cette salle d'audience lorsque ma petite fille a levé la main et a tout changé. Avant de partager cette douloureuse histoire de famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous avez déjà été trahi par votre famille pour de l'argent. Grandir dans cette maison recèle tant de souvenirs. C'est une modeste maison de banlieue de 3 chambres à Lakewood. Rien d'extraordinaire selon la plupart des normes, mais chaque coin contient un morceau de mon enfance. Le chêne dans le jardin où papa a accroché ma première balançoire. La cuisine où maman m'a appris à faire sa célèbre tarte aux pommes. Le grenier où je me cachais pendant les orages. Cette maison était plus que des murs et un toit. C'était la sécurité, la constance, l'amour. Du moins, c'est ce que je pensais qu'elle représentait pour nous tous. Mes parents, Franck et Diane, étaient des gens travailleurs qui ont offert une éducation stable, bien que parfois stricte. Papa a travaillé comme ingénieur en mécanique à l'usine locale pendant 30 ans, et maman était institutrice à l'école primaire. Ils n'étaient pas riches, mais nous n'avons jamais manqué du nécessaire. Ils semblaient incarner les valeurs familiales traditionnelles. Loyauté, honnêteté, la famille d'abord. Des mots qui ont maintenant un goût amer quand je les prononce. Ensuite, il y a ma sœur Amanda, de 3 ans ma cadette. Elle a toujours été l'enfant chéri. Quand je ramenais un B+, elle ramenait un A. Quand j'intégrais l'équipe junior, elle devenait capitaine de l'équipe. Ce n'est pas qu'elle était malveillante à ce sujet, du moins pas quand nous étions enfants. C'était simplement la dynamique familiale. J'étais le responsable qui devait savoir mieux faire. Elle était l'exceptionnel qui méritait des chances supplémentaires. Ta sœur est plus sensible, disait maman quand je me plaignais du traitement injuste. Tu es plus fort. Tu peux en supporter plus. J'ai accepté cette réalité. J'ai même trouvé de la fierté à être le fort. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ces schémas allaient nous marquer jusqu'à l'âge adulte. Le début de ma vie d'adulte n'a pas été facile. J'ai épousé Jessica juste après l'université, probablement trop jeune à 23 ans. Nous avons eu Sophie quand j'avais 27 ans, et pendant un moment, les choses semblaient parfaites. Je construisais une carrière dans le dessin architectural. Jessica enseignait au lycée local, et Sophie était la lumière de nos vies. Mais les fissures dans notre mariage ont commencé à apparaître quand Sophie avait environ 3 ans. Les problèmes n'étaient pas dramatiques. Pas de liaison ou d'abus, juste une distance lente et croissante qu'aucun de nous ne savait comment combler. Après des mois de thérapie et d'essais pour faire fonctionner les choses, nous nous sommes séparés quand Sophie avait 4 ans. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard avec une garde partagée, mais Sophie vivait principalement avec moi car l'emploi du temps d'enseignante de Jessica était moins flexible. Durant cette période difficile, mes parents semblaient initialement soutenir la situation. Ils gardaient Sophie quand c'était nécessaire et écoutaient mes frustrations, mais il y avait toujours un sous-entendu de « on te l'avait bien dit » dans leur réconfort. Ils n'avaient jamais tout à fait approuvé Jessica, pensant qu'elle était trop indépendante pour la vie de famille. Pendant ce temps, Amanda avait déménagé à Chicago après l'université avec des rêves de réussite dans la publicité. Elle appelait à la maison avec des histoires grandioses de réunions clients et d'événements de réseautage, bien que j'ai appris plus tard que la plupart de tout cela était exagéré. Mes parents parlaient de ces aventures avec une telle fierté. Leur fille dans la grande ville, vivant la vie glamour qu'ils n'avaient jamais eue. Puis est venue l'opportunité qui a tout changé. Il y a environ 5 ans, mes parents ont décidé de réduire leur train de vie. Ils avaient trouvé un ranch de plein pied mieux adapté à leurs années de retraite et voulaient vendre la maison familiale. Le timing coïncidait avec mon besoin d'une situation plus stable pour Sophie après le divorce. « Pourquoi ne l'achètes-tu pas ?» a suggéré papa un dimanche au dîner. « On peut s'arranger sur un prix juste, et comme ça Sophie grandit dans une maison de famille. » L'offre semblait parfaite. Le marché immobilier dans notre région était en plein essor, et acheter directement à mes parents signifiait éviter les guerres d'enchères et les commissions immobilières.
Nous nous sommes mis d'accord sur un prix de 220 000 $, en dessous de la valeur marchande, mais tout de même équitable. Comme je ne pouvais pas prétendre à un prêt hypothécaire conventionnel juste après le divorce, nous avons mis en place un arrangement de financement privé. L'accord était simple. Je leur ferai des paiements mensuels directement sur 15 ans avec un taux d'intérêt raisonnable. Nous avons fait rédiger les termes de base par un notaire, bien que ce ne soit pas un avocat spécialisé en immobilier, une décision que je regretterai profondément plus tard. Mon père a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin de gaspiller de l'argent en avocat quand la famille peut faire confiance à la famille. Ces mots me hantent maintenant. Pendant les 5 années suivantes, tout a bien fonctionné. J'ai effectué chaque paiement à temps, ajoutant parfois même un supplément lorsque je recevais des primes au travail. Sophie et moi nous sommes installés dans une routine. J'ai converti mon ancienne chambre d'enfant en son château de princesse, complet avec des murs lavande et des étoiles phosphorescentes au plafond. Nous avons planté un potager dans le jardin. Nous étions chez nous ici. Puis l'année dernière, tout a changé quand Amanda est revenue en ville. Sa carrière dans la grande ville s'était apparemment effondrée, bien qu'elle décrivait cela comme une recherche d'un meilleur équilibre vie-travail. Elle a emménagé temporairement chez mes parents en attendant de trouver ses marques. Au début, son retour ne semblait pas affecter ma situation. Nous nous retrouvions au dîner du dimanche dans la nouvelle maison de mes parents, où Amanda dominait la conversation avec des histoires sur Chicago, soigneusement éditées pour donner l'impression qu'elle était partie selon ses propres termes. J'ai remarqué ses regards insistants autour de ma maison quand elle visitait, commentant ce qu'elle ferait différemment avec l'espace, mais j'ai mis cela sur le compte de bavardages inoffensifs. Si seulement j'avais reconnu les signes avant-coureurs plus tôt. Cela a commencé un mardi ordinaire de septembre. Je venais de déposer Sophie à l'école et de rentrer à la maison pour prendre mon ordinateur portable avant d'aller au bureau. C'est là que j'ai remarqué l'enveloppe à l'aspect officiel glissée parmi les factures et les prospectus dans le courrier. L'adresse de l'expéditeur indiquait le tribunal du comté. Ma première pensée a été que cela pouvait être lié à mon divorce. Peut-être des papiers que Jessica avait besoin de mettre à jour. J'avais tort. Tellement tort. À l'intérieur se trouvait une assignation pour une audience d'expulsion. Les plaignants, Frank et Diane Miller, mes propres parents. Le document affirmait que j'étais substantiellement en retard sur les paiements et en violation de notre accord. Il stipulait qu'ils exerçaient leur droit de récupérer la propriété. Je l'ai lu 3 fois, convaincu que c'était une sorte d'erreur élaborée. J'ai immédiatement appelé mon père, mes mains tremblant en composant le numéro. « Papa, il doit y avoir une confusion. Je viens de recevoir des papiers du tribunal disant que vous essayez de m'expulser de la maison. » La pause avant qu'il ne réponde m'a tout dit. Ce n'était pas une erreur, Abraham. Nous ne voulions pas en arriver là, mais tu ne nous as pas laissé le choix, a-t-il dit, sa voix anormalement formelle. Tu n'as pas respecté les termes de notre accord. De quoi parles-tu? J'ai fait chaque paiement. J'ai les reçus, les relevés bancaires. Il y avait d'autres conditions, m'a-t-il interrompu. Les normes d'entretien de la propriété dont nous avons discuté et le calendrier de paiement a été ajusté l'année dernière, ce que tu as ignoré. Mon esprit s'emballait. Il n'y avait eu aucun ajustement à notre accord. Aucune discussion sur le changement des termes. La clause d'entretien dans notre accord original exigeait seulement que je maintienne la propriété en bon état, ce que j'avais absolument fait. Papa, c'est fou. Nous n'avons jamais changé aucun terme. J'ai besoin de parler avec toi et maman en personne à ce sujet. Nous partons en fait hors de la ville pour le week-end. Nous pourrons parler à notre retour, mais la date d'audience est fixée. Peut-être qu'il vaut mieux laisser le processus judiciaire gérer cela maintenant. Le ton dédaigneux dans sa voix était comme un coup physique. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma mère, espérant qu'elle serait plus raisonnable. Au lieu de cela, son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé Amanda ensuite, me demandant si elle savait ce qui se passait. Elle a répondu à la première sonnerie. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-elle dit sans salutation. Amanda, sais-tu ce qui se passe? Maman et papa essaient de nous expulser, Sophie et moi, de notre maison. Ce n'est pas vraiment ta maison, n'est-ce pas? A-t-elle répondu. C'est leur maison qu'ils te laissent habiter tout en effectuant des paiements. Et honnêtement, Abraham, ils ont été plus que patients. C'est alors que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. C'est à propos de toi, n'est-ce pas?
Tu veux la maison? Son rire a confirmé mes soupçons avant ces mots. Écoute, je recommence à zéro ici après la situation à Chicago. J'ai besoin d'un endroit à moi. Et maman et papa sont d'accord pour dire que je mérite une chance de posséder ma première maison. Tu as eu tes opportunités. C'est mon tour maintenant. Mes opportunités. Amanda, j'ai acheté cette maison. Je la paie depuis 5 ans. Toute la stabilité de la vie de Sophie est ici. Ne sois pas si dramatique. Les enfants s'adaptent. Et techniquement, tu ne l'as pas encore acheté. L'acte est toujours au nom de maman et papa jusqu'à ce que tu l'aies payé complètement. Elle avait raison sur ce dernier point. Et cette réalisation m'a fait un creux à l'estomac. Dans notre arrangement de financement privé, l'acte de propriété ne serait transféré à mon nom qu'après le paiement final, qui était encore dans 10 ans. Légalement, il possédait toujours la maison. Après avoir raccroché avec Amanda, j'ai passé l'heure suivante à fouiller dans mes dossiers, sortant chaque document lié à l'achat de la maison. L'accord que nous avions signé était clair sur les montants et le calendrier des paiements, que j'avais suivi religieusement. Il n'y avait absolument aucune mention de termes ou conditions révisées. J'ai appelé la banque et demandé un historique complet de tous les paiements que j'avais faits à mes parents. Puis j'ai conduit jusqu'au tribunal pour obtenir plus d'informations sur l'affaire qu'ils avaient déposée. Le greffier a expliqué que mes parents prétendaient que j'avais fait défaut sur notre accord en ne respectant pas le calendrier de paiement révisé établi dans un avenant. Quel avenant? Ai-je demandé. Elle m'a montré un document que je n'avais jamais vu auparavant, daté de 8 mois plus tôt avec ce qui semblait être ma signature en bas. Il décrivait de nouveaux termes, y compris des paiements mensuels substantiellement plus élevés et des exigences strictes d'entretien de la propriété avec des inspections régulières. La signature ressemblait à la mienne, mais je n'avais jamais signé un tel document. Je ne l'avais même jamais vu. La réalisation qu'ils avaient potentiellement falsifié ma signature m'a rendu physiquement malade. Quand j'ai récupéré Sophie à l'école cet après-midi-là, j'ai lutté pour garder mon calme. Son bavardage joyeux sur le cours d'art et les jeux de cours de récréation étaient la seule chose normale dans une journée qui avait brisé mon sens de la réalité. « Papa, on peut aller chez grand-mère et grand-père ce week-end » a-t-elle demandé innocemment. Tante Amanda a dit qu'elle me montrerait comment faire des bracelets d'amitié. Mon cœur s'est serré, réalisant qu'ils avaient parlé à ma fille à mon insu, préparant probablement le terrain pour expliquer pourquoi nous pourrions avoir besoin de déménager bientôt. L'avait-il empoisonné contre moi aussi? Pas ce week-end, ma chérie. Il part hors de la ville. Au moins, ce n'était pas un mensonge. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, j'ai appelé Jessica pour la mettre au courant de la situation. Malgré nos différends, elle avait toujours été juste quand il s'agissait du bien-être de Sophie. Ils ne peuvent pas juste prendre ta maison, a-t-elle dit, outrée pour moi. Quel genre de grands-parents essaient de rendre leur propre petite-fille sans abri? Ils ne voient pas les choses de cette façon, ai-je répondu, l'épuisement dans ma voix. Dans leur esprit, ils aident leur fille à commencer sa vie tout en donnant une leçon à leur fils sur je ne sais même pas quoi. Ne pas avoir assez réussi. Je suppose que tu as besoin d'un avocat, Abraham. Un bon. Elle avait raison. Dès demain, je trouverai une représentation légale. Ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était à propos de la protection du foyer et de la stabilité de Sophie. Si mes parents et ma sœur voulaient se battre, ils l'auraient. Ce qui faisait le plus mal dans ces premiers jours n'était pas seulement la trahison, mais la réalisation qu'ils avaient dû planifier cela depuis des mois. Chaque dîner du dimanche, chaque visite informelle, chaque fois qu'ils serraient Sophie dans leurs bras, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils regardaient leur petite fille dans les yeux tout en complotant pour lui enlever sa maison. La famille que je croyais connaître était un mensonge. Et maintenant, je devais les combattre au tribunal pour protéger la seule chose stable dans la vie de ma fille, la maison que nous avions faite ensemble. Trouver un avocat dans mon budget semblait presque impossible. Après avoir appelé 8 avocats différents qui demandaient des provisions que je ne pouvais pas me permettre ou ne traitaient pas les litiges immobiliers, j'ai finalement trouvé Marcus Patel, un jeune avocat qui avait récemment ouvert son propre cabinet et construisait sa clientèle. C'est une affaire compliquée, a dit Marcus après avoir examiné mes documents. Les accords immobiliers familiaux privés deviennent souvent désordonnés parce que les gens sautent des étapes juridiques importantes en pensant que la confiance suffit. La bonne nouvelle est que le prétendu avenant qu'il présente a de sérieux problèmes d'authentification.
Marcus a accepté de prendre mon affaire pour un tarif réduit avec un plan de paiement que je pouvais gérer parallèlement à mes paiements hypothécaires à mes parents. Des paiements que j'ai continué à faire malgré le procès sur les conseils de Marcus. Ne leur donnez aucune munition réelle, a-t-il averti. Continuez à faire les paiements exactement comme indiqué dans l'accord original. La pression financière était immense. Entre les factures régulières, les besoins de Sophie, les paiements de la maison, et maintenant les frais juridiques, je puisais dans le peu d'économies que j'avais. J'ai pris des projets de dessin en freelance le soir après le coucher de Sophie, travaillant souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avant de me lever à 6h30 pour commencer notre journée. Alors que Marcus creusait plus profondément dans l'affaire, il a découvert la faille juridique que mes parents exploitaient. Notre accord original avait une clause stipulant que les termes pouvaient être modifiés selon les besoins pour refléter les conditions du marché ou les exigences d'entretien. C'était assez vague pour qu'ils puissent argumenter que cela leur donnait le droit de créer l'avenant, même sans mon consentement explicite. Avez-vous lu chaque page de l'accord original avant de signer ? A demandé Marcus lors d'une de nos réunions. J'ai admis que je ne l'avais pas scruté comme j'aurais dû. C'étaient mes parents après tout. Je leur faisais confiance. C'est sur quoi ils comptent. Il a soupiré. Mais nous avons quelque chose de notre côté aussi. Même si le tribunal devait reconnaître leur droit de modifier les termes, il y a une attente raisonnable de notification appropriée et de consentement. Nous avons vos relevés bancaires montrant des paiements constants selon les termes originaux sans aucune indication que vous ayez jamais été informé de changement. Alors que je me concentrais sur la bataille juridique, je devais aussi faire face aux questions de Sophie. Elle était trop perspicace pour ne pas remarquer que quelque chose n'allait pas. Pourquoi on ne va plus chez grand-mère et grand-père ? A-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. Est-ce qu'ils sont fâchés contre nous ? Je me suis assis au bord de son lit, cherchant des mots qui ne la chargeraient pas de problèmes d'adulte, mais ne lui mentiraient pas non plus. Parfois, les adultes ont des désaccords qu'ils doivent résoudre, ai-je expliqué. En ce moment, grand-mère, grand-père et moi avons un désaccord au sujet de la maison. Notre maison ? Sa petite voix a tremblé, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Oui, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je fais tout pour m'assurer que cela reste notre maison. Est-ce que tante Amanda veut notre maison ? A-t-elle demandé, me surprenant par sa perspicacité. Pourquoi demandes-tu ça ? Elle m'a dit quelle chambre serait la sienne quand elle vivrait ici. Elle a dit que je pourrais venir visiter et rester dans la petite chambre. Mon sang a bouilli à cette révélation. Ils avaient explicitement parlé à ma fille de leur plan, la préparant à notre expulsion. J'ai gardé une expression neutre pour Sophie, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Peu importe ce que disent les autres, c'est notre maison, lui ai-je assuré en la serrant fort contre moi. Et je promets que je fais tout ce que je peux pour qu'il en reste ainsi. À l'approche de la date d'audience, la pression de la famille élargie a augmenté. Ma tante a appelé, disant qu'elle avait entendu les deux versions et pensait que j'étais déraisonnable. Ta sœur a besoin d'un nouveau départ, a-t-elle dit. Tu pourrais trouver un autre endroit. Sophie est jeune. Elle s'adaptera. Mon oncle a envoyé un message similaire. Tes parents vieillissent. Ce stress n'est pas bon pour eux. Pense à la famille dans son ensemble. Il est devenu clair que mes parents et Amanda avaient fait le tour de la famille, tissant un récit qui me présentait comme l'égoïste. Selon eux, je refusais de coopérer avec un simple changement d'accord qui bénéficierait à tout le monde. Ils ont commodément omis la partie sur la falsification de ma signature et la tentative d'expulser ma fille de 7 ans de sa maison. 2 semaines avant la date d'audience, Marcus et moi avons compilé toutes nos preuves, mes registres de paiement, relevés bancaires, l'accord original, et la documentation montrant l'état de la maison pour contrer toute allégation de négligence d'entretien. Nous avons également fait examiner la signature sur l'avenant par un expert en écriture, qui a fourni un rapport remettant en question son authenticité. Soyez prêts, m'a averti Marcus. Les affaires de droit de la famille deviennent laides. Ils vont dire des choses sur vous qui font mal. Ils vont évoquer chaque erreur que vous ayez jamais commise. Chaque lacune en tant que fils, père, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour vous peindre comme irresponsable. J'ai hoché la tête, sentant déjà le poids de ce qui allait venir. Tant que Sophie garde sa maison, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi. La veille du dépôt de nos preuves, Amanda s'est présentée à ma porte à l'improviste. Sophie était chez Jessica pour sa visite régulière du week-end, donc j'étais seul. Il faut qu'on parle, a dit Amanda,
me dépassant pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation. Elle a regardé autour du salon avec un regard de propriétaire qui m'a donné la chair de poule. Tout cela pourrait être tellement plus simple si tu coopérais simplement, a-t-elle dit, s'installant sur le canapé. J'ai déjà un acheteur intéressé si je décide de vendre. Ces mots ont confirmé ce que j'avais soupçonné, mais n'avaient pas été capables de prouver. Ce n'était pas à propos d'Amanda voulant une maison familiale. C'était à propos d'elle obtenant un actif précieux qu'elle pourrait convertir en argent liquide. Donc, c'est ça le plan. Obtenir la maison de ma part en dessous de la valeur marchande et ensuite la revendre immédiatement pour faire du profit. Elle a haussé les épaules, ne prenant même pas la peine de le nier. C'est juste les affaires, Abraham. J'ai besoin de capital pour redémarrer ma carrière, et maman et papa sont d'accord pour dire que je mérite cette opportunité. Ils nous ont toujours aidés tous les deux en volant ma maison, la maison où vit leur petite fille. Ne sois pas si dramatique. Les enfants sont résilients. Et honnêtement, est-ce que Sophie regretterait vraiment de voir les voisins? D'avoir sa propre salle de bain? Ce sont des luxes, pas des nécessités. Son rejet cavalier de la stabilité de ma fille a allumé quelque chose en moi. Sors de ma maison, ai-je dit calmement, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Pas encore ta maison, a-t-elle ricané mais s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée. Tu sais, si tu te bats contre ça, maman et papa sont prêts à tout déballer. Tes difficultés financières après le divorce. Cette fois où tu étais en retard pour récupérer Sophie parce que tu t'es endormi, même le nouveau petit ami de Jessica, et comment cela pourrait affecter la vie de famille de Sophie. La menace était claire. Ils attaqueraient ma parentalité au tribunal si nécessaire. J'ai fermé la porte derrière elle sans répondre, puis je me suis effondré au sol, le dos contre la porte, me demandant comment les gens qui étaient censés nous aimer le plus pouvaient devenir si cruels. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Sophie avait laissé sa tablette en enregistrement dans le salon plus tôt ce jour-là, oubliée dans sa précipitation pour faire ses valises pour aller chez sa mère. L'appareil avait capturé chaque mot de ma conversation avec Amanda, y compris son aveu sur la vente de la maison et les menaces contre moi. Il était là, silencieusement, détenant la preuve qui allait tout changer. 3 jours avant notre date d'audience, je suis rentré du travail pour trouver la voiture de mes parents dans l'allée à côté de celle d'Amanda. Ils n'avaient pas appelé ni envoyé de texto pour dire qu'ils venaient. Je les ai trouvés à l'intérieur en train de marcher dans la maison avec un bloc-notes. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, debout dans ma propre entrée, me sentant comme un intrus. « Vous ne pouvez pas simplement entrer chez moi sans permission. »« Nous sommes toujours les propriétaires légaux », a répondu mon père sans me regarder. « Nous avons le droit d'inspecter la propriété. » Ma mère a au moins eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. « Nous avons appelé plus tôt, mais tu n'as pas répondu, » a-t-elle dit. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué. Un autre mensonge. Amanda était dans la chambre de Sophie ouvrant les placards et prenant des notes. Ce placard a un dégât des eaux, a-t-elle annoncé. C'est une violation de l'entretien. Il n'y a pas de dégât des eaux, ai-je répliqué en la suivant. Sophie a renversé du jus la semaine dernière. J'ai nettoyé. Elle a pris une note de toute façon. Le tribunal déterminera cela. C'était surréaliste de les regarder se déplacer dans la maison où j'avais grandi, où ils m'avaient élevé, agissant maintenant comme des propriétaires sans cœur plutôt que des parents. Mon père vérifiait chaque robinet, chaque interrupteur, documentant les déficiences perçues. Ma mère passait son doigt le long des plaintes à la recherche de poussière. Pourquoi faites-vous vraiment cela? Ai-je finalement demandé alors qu'ils se rassemblaient dans le salon terminant leur inspection. Tu n'as pas entretenu la propriété selon les normes, a commencé mon père. Arrête, les jeux interrompus. La vraie raison, pas l'excuse légale. Un silence inconfortable est tombé. Finalement, ma mère a parlé. Amanda a besoin d'un nouveau départ. Elle a eu quelques revers financiers à Chicago, alors elle obtient ma maison. La maison de Sophie. C'est la solution. Ce n'est pas comme ça, a dit mon père, bien que ses yeux ne croisaient pas les miens. Amanda a un plan solide. Elle pourra tirer parti de l'équité de la propriété pour stabiliser sa situation et elle va la vendre. J'ai coupé la parole. Elle m'a déjà dit qu'elle avait un acheteur aligné. Mes parents ont échangé un regard que je ne pouvais pas interpréter. Le savait-il? Ce n'est pas nécessairement vrai,
a dit ma mère prudemment. Même si c'est le cas, a ajouté mon père, ce serait son droit. La propriété serait à elle pour en faire ce qu'elle veut. Amanda est entrée depuis le couloir. Je pensais que nous pourrions faire cette transition en douceur. Je te laisserai rester jusqu'à la fin de l'année scolaire de Sophie, par exemple. C'est généreux compte tenu du marché actuel. Généreux. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai payé plus de 70 000 $ pour cette maison au cours des 5 dernières années. J'ai fait des améliorations qui ont augmenté sa valeur. Et vous pensez que nous laisser rester quelques mois supplémentaires avant de la prendre est généreux? Tu as vécu ici en payant des taux inférieurs au marché, a répliqué Amanda. Donc vraiment, maman et papa vous ont subventionné tout ce temps. Ce n'est pas vrai. Nous nous sommes mis d'accord sur un prix juste et un taux d'intérêt. J'ai la documentation. La documentation peut être interprétée de différentes manières, a dit mon père de manière dédaigneuse. Le juge décidera quelle interprétation est correcte. Alors qu'ils continuaient à justifier leurs actions, Sophie est rentrée de son programme après l'école. Elle s'est figée dans l'entrée, les yeux écarquillés devant ce rassemblement inattendu. Grand-mère, grand-père, tante Amanda, s'est-elle exclamée, momentanément excitée avant de lire la tension dans la pièce. Son sourire a vacillé. Ma mère s'est avancée avec une gaieté forcée. Voilà notre fille spéciale. Nous parlions juste de la maison avec ton papa. Sophie m'a regardée, incertaine. J'ai forcé un sourire rassurant. Pourquoi ne vas-tu pas commencer tes devoirs, ma chérie? Nous n'en avons plus pour longtemps ici. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers sa chambre. Mais j'ai remarqué qu'elle avait laissé son sac à dos dans le salon, sa tablette partiellement visible dans la poche avant. Une fois Sophie hors de portée de voix, la conversation a pris une tournure encore plus laide. Tu sais, Abraham, a dit Amanda, baissant la voix. Nous avons fait très attention à ne pas mentionner certaines choses dans notre dossier. Ton historique de surmenage jusqu'à l'épuisement. Cet incident l'année dernière où l'école a appelé parce que Sophie s'est présentée sans déjeuner 3 jours de suite. C'était pendant une date limite de projet massive. Et c'était 2 fois, pas 3 fois, me suis-je défendu, sentant mon visage rougir de honte bien que sachant que j'étais un bon père qui avait fait des erreurs humaines normales. Le tribunal pourrait ne pas voir cela comme des oublis mineurs, a dit mon père. Particulièrement si nous mentionnions aussi les inquiétudes de Jessica concernant tes horaires irréguliers affectant la routine de Sophie. Jessica n'a aucune inquiétude, ai-je répliqué. Elle serait furieuse si elle savait que vous utilisez notre relation de coparentalité de cette façon. Nous préférerions ne pas évoquer ces choses, a ajouté ma mère, sa voix douce comme si elle était raisonnable. Mais si tu insistes pour te battre, nous devons présenter le tableau complet. Il menaçait d'attaquer ma parentalité pour gagner un litige immobilier. Mes propres parents. La stabilité de Sophie ne signifie rien pour vous, n'est-ce pas? Ai-je demandé, la réalisation me frappant pleinement. Vous la déracineriez. La traumatiseriez avec une bataille judiciaire sur l'aptitude de son père. Tout ça pour qu'Amanda puisse encaisser sur une maison qu'elle n'a pas payée. C'est injuste, a protesté ma mère. Nous aimons Sophie. Vous aimez l'idée d'elle, ai-je corrigé. La petite fille parfaite que vous pouvez montrer à l'église et aux réunions de famille, mais son bien-être réel, son besoin de stabilité et de sécurité, ce sont des inconvénients que vous êtes prêt à sacrifier. Amanda s'est moquée. Tellement dramatique. C'est une maison, Abraham, juste un bâtiment. Sophie ira bien. C'est sa maison, ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. C'est la seule stabilité qu'elle a eue depuis le divorce. L'endroit où elle se sent en sécurité. Elle peut se sentir en sécurité ailleurs aussi, a dit mon père fermement. Cette discussion est terminée. On se voit au tribunal à moins que tu ne reprennes tes esprits et acceptes de partir volontairement. Ils sont partis sans un autre mot, me laissant debout au milieu de mon salon, tremblant de colère et d'incrédulité. Je me suis effondré sur le canapé, mettant ma tête dans mes mains, et essayant de me composer avant que Sophie ne revienne. Une petite voix a percé mes pensées. Papa, ils sont partis? J'ai levé les yeux pour voir Sophie debout dans le couloir, sa tablette serrée contre sa poitrine, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Oui, ma chérie, ils sont partis. J'ai tapoté le canapé à côté de moi. Viens t'asseoir. Elle a grimpé à côté de moi, s'appuyant contre mon flanc.
Ils veulent prendre notre maison, n'est-ce pas? J'ai envisagé d'édulcorer la chose, mais j'ai décidé contre. Sophie méritait des réponses honnêtes, présentées de manière appropriée pour son âge. Oui. Tante Amanda veut vivre ici. Et grand-mère et grand-père l'aident à essayer de faire en sorte que cela arrive. Mais où irions-nous? Si cela arrivait, nous trouverions un autre endroit agréable. Mais je fais tout ce que je peux pour m'assurer que nous restons ici où nous appartenons. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je les ai enregistrés. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Sur ma tablette. Tu m'as montré comment faire des mémos vocaux pour l'école. Tu te souviens? Quand ils sont entrés, ils disaient des choses méchantes sur nous avant que tu ne rentres. Alors, j'ai appuyé sur enregistrer et je l'ai laissé sur la table. Quand je suis allé ouvrir la porte pour toi, mon cœur a coulé, pensant à ce qu'elle aurait pu entendre. Oh, Sophie, je suis désolé que tu aies entendu des choses pas gentilles. C'est bon, a-t-elle dit avec une maturité surprenante. Mais je les ai eus en train de dire les mauvaises choses sur la vente de notre maison et de dire ces mensonges sur toi. Est-ce que c'est important? J'ai fixé ma fille de 7 ans, qui dans sa sagesse innocente avait peut-être capturé la preuve même dont nous avions besoin. Ça pourrait être très important, Sophie. Je peux voir? Elle a déverrouillé sa tablette et a ouvert l'application de mémo vocal me montrant un enregistrement qui durait près de 45 minutes. J'ai appuyé sur lecture et j'ai immédiatement entendu la voix d'Amanda. Une fois que nous aurons la maison, j'ai déjà un acheteur prêt à aller jusqu'à 320, peut-être plus si nous mettons à jour la cuisine d'abord. C'est un profit de 100 000 après avoir payé ce que maman et papa doivent recevoir. Mon père, ne mentionne juste pas cette partie au tribunal. Le juge doit croire que c'est à propos de toi voulant une maison familiale, pas une transaction financière, ma mère. Je ne me sens toujours pas bien à propos de cet avenant. Abraham ne l'a jamais vraiment signé. Il aurait dû le faire un jour ou l'autre, a répliqué mon père. Cela ne fait qu'accélérer les choses. De plus, il a eu la maison en dessous de la valeur marchande pendant des années. C'est notre tour d'en bénéficier maintenant. L'enregistrement a continué, capturant leur inspection et la confrontation ultérieure après mon arrivée. Chaque mot accablant, chaque aveu, chaque menace, tout préservé par une enfant qui savait simplement distinguer le bien du mal mieux que les adultes qui m'avaient élevé. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, j'ai appelé Marcus et lui ai parlé de l'enregistrement. Son excitation était palpable. Cela change tout, a-t-il dit. Cet enregistrement prouve leur intention de vous frauder et de frauder le tribunal. L'aveu concernant l'avenant falsifié suffirait probablement à lui seul à faire rejeter l'affaire. Pouvons-nous l'utiliser, ai-je demandé. Je ne l'ai pas enregistré, c'est Sophie qui l'a fait. À leur insu. C'est compliqué, a-t-il admis. Mais je pense que nous le pouvons. Dans cet état, enregistrer des conversations auxquelles vous êtes partie prenante et légale. Sophie était dans sa propre maison et a capturé des conversations se déroulant dans des zones communes. Je vais rechercher le précédent, mais je crois que c'est admissible. Pour la première fois depuis la découverte de cette enveloppe dans ma boîte aux lettres, j'ai senti une lueur d'espoir. Ma fille, dans sa simple compréhension de l'équité et de la vérité, avait peut-être sauvé notre maison. La veille du tribunal, je me suis assis au bord du lit de Sophie après l'histoire du soir, l'anxiété me rongeant l'estomac. « As-tu peur pour demain » a-t-elle demandé, toujours perspicace. « Un peu » ai-je admis. Mais avoir la vérité de notre côté aide beaucoup. Est-ce que je devrais parler au juge? Marcus s'était préparé à l'éventualité que Sophie puisse être interrogée sur l'enregistrement. Peut-être, ai-je dit. Mais seulement si tu te sens à l'aise et seulement quelques questions simples, elle a hoché la tête solennellement. Je peux le faire. Je peux dire la vérité. J'ai repoussé ses cheveux de son front. Je sais que tu peux, ma chérie. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Plus courageuse que toi? A-t-elle demandé avec un petit sourire. Beaucoup plus courageuse que moi. Lui ai-je assuré, bordant la couverture autour d'elle. Dors un peu. Demain est un jour important. Alors que je me tournais pour partir, sa petite voix m'a arrêté. Papa, peu importe ce qui se passe avec la maison, on ira bien, n'est-ce pas? Parce qu'on sait l'un l'autre. À ce moment-là, ma fille de 7 ans a montré plus de sagesse et de force que quiconque dans cette triste situation.
C'est tout à fait exact, lui ai-je dit, la voix épaisse d'émotion. Tant que nous avons l'un l'autre, nous irons toujours bien. Le tribunal du comté était un bâtiment imposant de briques rouges et de hautes colonnes. Sophie tenait ma main fermement alors que nous montions les marches, son autre main serrant la tablette à l'intérieur de son petit sac à dos. Jessica avait pris sa matinée de travail pour venir nous soutenir, marchant légèrement derrière. « Souviens-toi » a-t-elle chuchoté à Sophie. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dis juste la vérité si le juge te pose des questions. » À l'intérieur, le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 3 était déjà bondé. Mes parents se tenaient raidement près du mur, vêtus de vêtements formels que je les voyais rarement porter. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Ma mère a fait un petit signe incertain que je n'ai pas retourné. Amanda se tenait entre eux, faisant défiler son téléphone comme si c'était un inconvénient mineur dans sa journée plutôt qu'une tentative de prendre la maison d'un enfant. Marcus nous a rencontrés aux portes, son attitude normalement décontractée remplacée par une formalité professionnelle dans un costume impeccable. « Prêt ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, bien que ma bouche sèche et mon cœur battant suggéraient le contraire. « Et tu dois être Sophie ?» a-t-il dit, s'accroupissant à son niveau. « Ton papa me dit que tu es très courageuse », elle a hoché la tête solennellement. « J'ai apporté ma tablette » a-t-elle chuchoté. « Parfait. Nous n'en aurons peut-être pas besoin, mais c'est bien de l'avoir juste au cas où. » L'huissier a appelé notre affaire, et nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge, une femme dans la soixantaine avec des cheveux méchés d'argent et des yeux perçants, a regardé par-dessus ses lunettes alors que nous nous installions à nos places. L'avocat de mes parents, un homme poli dans un costume coûteux, a présenté leur cas en premier. Il a exposé un récit convaincant. Des parents généreux aidant leur fils en lui vendant la maison familiale en dessous de la valeur marchande, seulement pour qu'ils négligent la propriété et prennent du retard sur le calendrier de paiement révisé qu'ils avaient établi. De plus, votre honneur, a-t-il continué, les plaignants ont un autre enfant qui a maintenant besoin d'un logement stable. Ils exercent simplement leur droit légal de réutiliser leur actif pour aider leurs deux enfants équitablement. Marcus prenait des notes tout au long, me chuchotant occasionnellement des clarifications. Quand ce fut notre tour, il s'est approché de la barre d'un pas confiant. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas l'entretien de la propriété ou les calendriers de paiement. Il s'agit d'une tentative de frauder mon client par le biais de documents falsifiés et de fausses déclarations. Monsieur Miller a effectué chaque paiement selon l'accord original à temps et parfois en excès du montant requis. Il a présenté mes relevés de paiement, relevés bancaires, et des photos montrant l'excellent état de la maison. Puis il a abordé le prétendu avenant. Mon client n'a jamais vu, discuté ou signé ce document. Nous avons un témoin expert qui remet en question l'authenticité de la signature. Mais plus important encore, nous avons la preuve que les plaignants eux-mêmes ont admis avoir créé cet avenant sans la connaissance ou le consentement de mon client. L'avocat de mes parents a objecté immédiatement. Votre honneur, aucune preuve de ce genre n'a été soumise au tribunal. Nous n'avons découvert cette preuve que récemment, a expliqué Marcus. Nous sommes prêts à la présenter aujourd'hui avec la permission du tribunal. La juge a considéré cela, puis a hoché la tête. Je vais l'autoriser. Avec la compréhension que l'avocat adverse a le droit d'examiner et de répondre, Marcus a hésité, me jetant un coup d'œil. Nous avions discuté de la manière de gérer l'enregistrement, décidant que laisser Sophie parler directement au juge pourrait être plus impactant que de simplement jouer l'audio. Votre honneur, la preuve a été capturée par la fille de 7 ans de Monsieur Miller, Sophie, qui est présente dans la salle d'audience aujourd'hui. Avec la permission du tribunal, elle aimerait s'adresser à vous directement au sujet de ce qu'elle a découvert. Mes parents et Amanda ont échangé des regards alarmés. Leur avocat avait l'air confus, clairement non préparé à ce développement. La juge a regardé Sophie, son expression sévère s'adoucissant légèrement. L'enfant est-elle à l'aise pour parler au tribunal? Elle l'est, votre honneur, a confirmé Marcus. La juge a hoché la tête. Je l'autorise. Sophie, voudrais-tu s'il te plaît avancer? Sophie a serré ma main une fois avant de marcher vers l'avant de la salle d'audience, ses petites épaules carrées avec détermination. L'huissier a ajusté le microphone à sa hauteur. Bonjour, Sophie, a dit la juge gentiment. Comprends-tu que tu dois dire la vérité dans cette salle d'audience? Oui, madame, a répondu Sophie clairement. Vas-y et dis-moi ce que tu aimerais partager. Sophie a pris une profonde inspiration.
Puis-je vous montrer quelque chose que mon papa ne connaît pas, a-t-elle demandé, sa voix stable malgré la tension dans la pièce. La juge a semblé momentanément surprise, puis a hoché la tête. Tu peux. Sophie a ouvert son sac à dos et a sorti sa tablette. J'ai enregistré grand-mère et grand-père et tante Amanda dans notre maison quand ils sont venus. Ils disaient des choses méchantes et racontaient des mensonges. L'avocat de mes parents s'est levé immédiatement. Votre honneur, s'il s'agit d'un enregistrement fait sans consentement. C'était dans notre maison, a interrompu Sophie, son indignation surmontant sa nervosité. Ma maison? Et ils disaient qu'ils allaient nous l'enlever à moi et papa. La juge a levé la main pour faire taire l'avocat. J'aimerais entendre ce que Sophie a à dire. Se tournant vers Sophie, elle a demandé, pourquoi as-tu fait cet enregistrement, Sophie? Parce qu'ils étaient méchants et ne disaient pas la vérité. Mon papa dit toujours que la vérité est importante, même quand c'est difficile. La fierté a gonflé ma poitrine malgré la tension du moment. Puis-je le jouer pour vous? A demandé Sophie, son doigt planant au-dessus de l'écran. La juge a hoché la tête. Oui, tu peux. Sophie a appuyé sur lecture, et la voix d'Amanda a rempli la salle d'audience. Une fois que nous aurons la maison, j'ai déjà un acheteur prêt à aller jusqu'à 320, peut-être plus si nous mettons à jour la cuisine d'abord. C'est un profit de 100 000 après avoir payé ce que maman et papa doivent recevoir. La voix de mon père a suivi. Ne mentionne juste pas cette partie au tribunal. Le juge doit croire que c'est à propos de toi voulant une maison familiale, pas une transaction financière. Puis l'aveu hésitant de ma mère. Je ne me sens toujours pas bien à propos de cet avenant. Abraham ne l'a jamais vraiment signé. Des halètements et des murmures ont parcouru la salle d'audience. J'ai regardé les visages de mes parents se vider de leur couleur. Amanda fixait droit devant elle, la mâchoire serrée. Leur avocat avait l'air de vouloir disparaître. Sophie a continué à jouer l'enregistrement, y compris les parties où il menaçait d'attaquer ma parentalité au tribunal et admettait la vraie raison derrière la tentative d'expulsion, non pas pour fournir à Amanda une maison familiale, mais pour revendre la propriété pour faire du profit. Quand l'enregistrement s'est terminé, la salle d'audience était silencieuse. Sophie a levé les yeux vers la juge. Ils ont menti et ils allaient m'enlever ma maison. Est-ce autorisé? L'expression de la juge était illisible alors qu'elle considérait l'enfant devant elle. Merci d'avoir porté cela à l'attention du tribunal, Sophie. Tu as été très courageuse aujourd'hui. Sophie a hoché la tête solennellement. Je peux retourner voir mon papa maintenant? Oui, tu peux. Alors que Sophie revenait s'asseoir à côté de moi, j'ai passé mon bras autour de ses épaules, chuchotant, « Je suis si fier de toi. » La juge s'est tournée vers l'avocat de mes parents. « Maître, souhaitez-vous répondre à cette preuve ?» Il a conféré précipitamment avec mes parents et Amanda, leur conversation chuchotée devenant animée. Finalement, il s'est tourné vers la juge. « Votre honneur, à la lumière des nouvelles preuves, mes clients souhaiteraient demander une brève suspension pour discuter de ces nouvelles informations. Accordé, 15 minutes. » Alors qu'il sortait, Amanda m'a lancé un regard venimeux. Ma mère ne voulait pas me regarder du tout. Seul mon père a hésité, jetant un coup d'œil en arrière vers Sophie avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. Honte peut-être ou simple surprise d'avoir été déjoué par le sens du bien et du mal d'une enfant de 7 ans durant la suspension. Marcus était prudemment optimiste. L'enregistrement est accablant. Ils ont admis avoir créé des documents frauduleux et induit le tribunal en erreur. Aucun juge ne statuerait en leur faveur après avoir entendu cela. Quand le tribunal a repris, l'avocat de mes parents s'est approché de la barre avec visiblement moins de confiance. Votre honneur, à la lumière des nouvelles preuves, mes clients souhaiteraient retirer leur demande d'expulsion. La juge a hoché la tête, mais son expression est restée sévère. Avant d'accepter ce retrait, je veux être clair sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ce tribunal a entendu des preuves suggérant une tentative de frauder à la fois le défendeur et le tribunal lui-même par le biais de documents falsifiés et de témoignages trompeurs. Elle a regardé directement mes parents et Amanda. Je pourrais renvoyer cette affaire pour enquête criminelle. La fraude hypothécaire et la falsification de documents sont des infractions graves. Cependant, étant donné la relation familiale impliquée dans le retrait de la demande, je vais à la place rejeter cette affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être déposée à nouveau. Se tournant vers moi, elle a continué, M. Miller,
je vous conseille vivement de consulter votre avocat pour créer un arrangement plus formel et sécurisé concernant la propriété, de préférence avec l'implication d'un avocat spécialisé en immobilier approprié. Oui, votre honneur, ai-je accepté. Le soulagement m'envahissant. Quant à l'accord existant, a-t-elle ajouté, ce tribunal le trouve valide et exécutoire tel qu'écrit à l'origine sans le prétendu avenant. Les plaignants continueront d'honorer ces termes jusqu'à ce que la propriété soit payée intégralement ou que les parties parviennent à un nouvel accord correctement documenté avec un dernier regard sévère à mes parents. Elle a conclu. Affaire classée. Le coup sec du marteau a résonné dans la salle d'audience, marquant la fin d'un cauchemar qui avait consumé nos vies pendant des semaines. Sophie a serré ma main, un petit sourire jouant sur ses lèvres. On a gagné, papa, a-t-elle chuchoté. On peut garder notre maison. Oui, ma chérie, ai-je répondu, la serrant contre moi. Grâce à toi, oui. À l'extérieur du tribunal, une pluie légère avait commencé à tomber, correspondant à l'ambiance sombre malgré notre victoire. Jessica a fait un gros câlin à Sophie, lui disant combien elle était fière d'elle avant de retourner au travail. Marcus m'a serré la main fermement. Félicitations, a-t-il dit. Peu d'affaires se résolvent de manière aussi décisive. Votre fille est assez incroyable. Elle l'est vraiment. J'ai acquiescé, regardant Sophie sauter dans une petite flaque d'eau à proximité. Ses préoccupations immédiates se tournant déjà vers des intérêts plus appropriés à son âge maintenant que le danger était passé. Alors que Marcus partait pour déposer les derniers papiers, j'ai vu mes parents et Amanda blottis sous l'auvent du tribunal, engagés dans ce qui semblait être une discussion animée. Une partie de moi voulait partir sans un autre mot. Mais il y avait des choses qui devaient être dites. Sophie, attends ici juste une minute, d'accord? Reste où je peux te voir, elle a hoché la tête, continuant son exploration des flaques tout en restant proche. Je me suis approché de ma famille, si je pouvais encore les appeler ainsi. Mon père m'a remarqué le premier, son expression se durcissant. Je suppose que tu es ici pour jubiler, a-t-il dit. Non, ai-je répondu uniformément. Je suis ici pour rendre quelque chose très clair. Ce que vous avez essayé de faire était impardonnable, non seulement pour moi, mais pour Sophie, votre propre petite fille. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à Sophie, a commencé ma mère, sa voix implorante. Nous voulions seulement enlever la seule maison qu'elle a connue depuis le divorce. J'ai fini pour elle. Mentir au tribunal, falsifier des documents, menacer ma réputation de père. Dites-moi exactement quelle partie n'était pas destinée à nous faire du mal. Amanda s'est avancée, les yeux flamboyants. Tu n'avais aucun droit de nous enregistrer sans permission. C'est illégal. En fait, dans cet état, c'est parfaitement légal d'enregistrer des conversations dans votre propre maison, ai-je contré. De plus, je ne vous ai pas enregistré, c'est Sophie qui l'a fait. Une enfant de 7 ans qui a reconnu la malhonnêteté mieux que ses propres grands-parents et tantes. Ce n'est pas fini, a sifflé Amanda. Tu as tout gâché. Sais-tu à quel point j'avais besoin de cet argent? Tes problèmes financiers ne sont pas ma responsabilité, ai-je répondu. Et certainement pas celle de Sophie. Si tu avais besoin d'aide, il y avait 1000 meilleures façons de la demander que d'essayer de voler notre maison. Mon père a mis sa main sur l'épaule d'Amanda, la faisant taire. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé, sa voix bourrue, mais avec un fond d'incertitude. Maintenant, je continuerai à faire les paiements selon notre accord original. Mais notre relation est une autre affaire. J'ai besoin de temps pour traiter ce que vous étiez prêt à nous faire. Vous ne pouvez pas garder Sophie loin de nous, a dit ma mère, sa voix tremblante. Nous sommes ses grands-parents. Je ne vais pas utiliser Sophie comme une arme comme vous avez essayé d'utiliser la maison, lui ai-je assuré. Mais tout contact sera supervisé, au moins pour le moment. Elle a besoin de temps pour comprendre pourquoi les gens qui auraient dû l'aimer ont essayé de lui enlever sa maison. Nous l'aimons vraiment, a insisté ma mère. L'amour n'est pas juste un sentiment, maman. Ce sont des actions. Et vos actions ont montré exactement où Sophie et moi nous situons pour vous. Quelque part en dessous de la commodité financière d'Amanda. Je me suis tourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Encore une chose. Si l'un de vous menace à nouveau ma maison ou ma relation avec ma fille, je n'hésiterai pas à utiliser cet enregistrement pour une ordonnance de restriction. J'espère que nous sommes clairs. Sans attendre de réponse, je suis retourné vers Sophie,
lui ai pris la main et l'ai conduite à la voiture. Dans le rétroviseur, je pouvais voir mes parents et ma sœur toujours debout sous la pluie, paraissant plus petits, en quelque sorte diminués par la vérité de ce qu'ils avaient essayé de faire. Ce soir-là, après que Sophie soit au lit, je me suis assis seul dans le salon, la victoire semblant creuse au milieu des ruines de ce que je pensais être une famille aimante. Le téléphone a sonné, ma mère appelant pour la 3e fois. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un texto a suivi. S'il te plaît, laisse-nous expliquer. Nous avons fait une terrible erreur. Trop peu, trop tard. Le lendemain, j'ai déposé les papiers pour une ordonnance de restriction temporaire contre 3, les empêchant d'entrer dans la propriété sans permission explicite. Marcus m'a aussi aidé à commencer le processus de création d'un nouvel accord d'achat juridiquement solide avec une documentation appropriée, bien que cela prendrait du temps à compléter. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue rapidement dans notre petite communauté. Les voisins qui avaient entendu des bribes du drame judiciaire sont passés avec des ragoûts et des offres de soutien. L'institutrice de Sophie a appelé pour vérifier si elle avait besoin d'une attention particulière à l'école suite au stress. Même mon patron a été compréhensif concernant le temps que je devrais manquer pour les rendez-vous juridiques de suivi. Ce qui m'a le plus surpris a été l'appel du pasteur Jim, qui connaissait notre famille depuis des décennies. Mes parents étaient des membres dévoués de sa congrégation. J'ai entendu ce qui s'est passé, Abraham, a-t-il dit quand j'ai répondu. Je voulais que tu saches que tes parents sont venus me voir hier. Ils sont profondément honteux. Ils devraient l'être, ai-je répondu, ne prenant pas la peine de cacher mon amertume. Oui, a-t-il convenu, ce qui m'a surpris. Ce qu'ils ont fait était mal à tous les niveaux. Mais ils sont aussi perdus en ce moment, réalisant la terrible erreur qu'ils ont faite. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est oublier un rendez-vous ou dire quelque chose d'irréfléchi sous le coup de la colère. Ils ont planifié cela pendant des mois. Ils ont falsifié des documents. Ils ont essayé de rendre ma fille sans abri pour le profit. Il est resté silencieux un moment. Tu as raison. Et je leur ai dit autant. Je n'appelle pas pour te demander de leur pardonner immédiatement. J'appelle parce que je me soucie de toi et de Sophie, et je voulais que tu saches que du soutien est disponible si tu en as besoin. Sa gentillesse m'a presque défait. Merci. J'ai réussi à dire. En ce moment, j'essaie juste de traverser chaque jour et de garder les choses stables pour Sophie. Comment va-t-elle? Mieux que moi, honnêtement. Les enfants ont une capacité remarquable à s'adapter. Elle sait que quelque chose de grave s'est passé, mais elle se concentre sur le fait que nous pouvons rester dans notre maison. La trahison plus profonde ne s'enregistre pas encore complètement, et avec toi comme père, elle apprendra comment traiter cela de manière saine le moment venu, m'a-t-il assuré. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé sur le porche arrière à fixer le chêne où mon père avait accroché ma balançoire quand j'étais enfant. Le souvenir semblait souillé maintenant, comme tant d'autres. Serais-je un jour capable de regarder cette maison à nouveau sans penser à leur trahison? Sophie m'a trouvé là, sortant en pyjama après avoir terminé sa routine du coucher. Papa, tu es triste, a-t-elle demandé, s'appuyant contre mon genou. Un peu, ai-je admis. Mais aussi très fier de toi. Est-ce que grand-mère et grand-père vont revenir un jour? J'ai choisi mes mots avec soin. Pas avant un moment. Ils ont fait de très mauvais choix qui nous ont blessés. Et nous avons tous besoin de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Elle a considéré cela, son petit visage sérieux. Ils ont eu tort d'essayer de prendre notre maison. Oui, ils ont eu tort. Et ils ont eu tort de dire des choses méchantes sur toi. Tu es le meilleur papa. Ma gorge s'est serrée. Merci, ma chérie. Je peux demander autre chose? Tout ce que tu veux. On peut peindre ma chambre en violet maintenant puisqu'on reste? Sa question simple et tournée vers l'avenir a brisé le charme de la mélancolie. C'était ce qui comptait. Construire notre vie ensemble, faire de cette maison vraiment la nôtre de toutes les manières qui comptaient. Absolument, ai-je promis. Ce sera violet. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons commencé à établir de nouvelles routines et limites. J'ai tenu ma parole concernant les contacts supervisés, permettant à mes parents de voir Sophie dans des lieux neutres comme le parc ou un restaurant. Ces visites étaient gênantes et tendues, mais je refusais d'utiliser Sophie comme un pion dans les conflits d'adultes.
Amanda a refusé de participer, ayant déménagé dans une ville voisine sans dire au revoir. L'ordonnance de restriction est restée en place, tout comme l'arrangement de paiement original. Mes parents n'ont fait aucune autre tentative pour le modifier, acceptant la décision du tribunal sans se plaindre. Chaque mois, j'envoyais un chèque pour le montant convenu, accompagné d'une brève demande formelle de confirmation de réception, rien de plus. Les tentatives de réconciliation de ma mère ont continué par texto, appel et l'occasionnelle lettre manuscrite. Certains jours, j'envisageais de répondre. D'autres jours, le souvenir de ce qu'ils avaient essayé de faire rendait cela impossible. Mon père, fidèle à son caractère, restait principalement silencieux, bien que le pasteur Jim m'ait dit qu'il travaillait sur les choses à sa manière. Quant à Sophie et moi, nous nous sommes concentrés sur le fait de rendre notre maison plus complètement la nôtre. Nous avons peint sa chambre en violet comme promis. Nous avons planté de nouvelles fleurs dans le jardin. Nous avons adopté un chat de refuge nommé Pimpkin, qui a rapidement revendiqué l'endroit ensoleillé près de la fenêtre du salon comme son domaine. Lentement, douloureusement, nous avons commencé à guérir de la trahison, bien que les cicatrices resteraient toujours. Ce qui aidait le plus était de savoir que, quand cela comptait vraiment, nous nous étions tenus ensemble et avions combattu pour notre maison et gagné. 6 mois après l'affaire judiciaire, le printemps est arrivé avec une explosion de nouveaux départs. Le cerisier dans notre cour avant a fleuri de manière spectaculaire, et Sophie a insisté pour le prendre en photo tous les jours pour se rappeler à quel point les choses peuvent devenir jolies. Sa sagesse, comme toujours, m'a arrêté net. Durant ces 6 mois, nos vies s'étaient transformées de manière à la fois attendue et surprenante. Le changement le plus significatif était dans mon approche des relations familiales. La trahison m'a forcé à reconnaître que les liens du sang n'équivalent pas automatiquement à un amour ou un soutien inconditionnel. J'avais passé des années à accepter moins que ce que je méritais de mes parents, trouvant des excuses pour leur favoritisme et leur rejet de mes besoins. Plus maintenant. Grâce à un centre communautaire local, j'ai trouvé un groupe de soutien pour parents célibataires. Les réunions du jeudi soir sont devenues une bouée de sauvetage, me connectant avec d'autres navigants des défis similaires. Là, je pouvais parler ouvertement de l'affaire judiciaire, de la tension familiale continue et des luttes quotidiennes d'élever un enfant seul sans peur du jugement. Ce que tes parents ont fait était un abus de pouvoir et de confiance, a dit Tania, une mère célibataire de jumeaux qui était devenue une amie proche. Reconnaître cela n'est pas être impitoyable, c'est être honnête. Ces mots m'ont aidé à fixer des limites sans culpabilité. J'ai maintenu le calendrier des visites supervisées avec mes parents, mais j'ai refusé de prétendre que tout était normal. Durant ces visites, j'étais poli mais distant, me concentrant sur la facilitation de leur relation avec Sophie plutôt que sur la reconstruction de ce qu'ils avaient brisé avec moi. Sophie, pendant ce temps, s'épanouissait. Son institutrice de CE1 a envoyé des rapports élogieux sur ses compétences en leadership et son intelligence émotionnelle. Sophie a une capacité extraordinaire à défendre ce qui est juste tout en restant compatissante, a-t-elle écrit dans son évaluation de mi-année. L'expérience du tribunal, plutôt que de la traumatiser, a semblé renforcer son sens inné de la justice et de la vérité. Elle en a parlé ouvertement lorsqu'on lui a posé la question avec une clarté remarquable pour une enfant de 7 ans. Mes grands-parents et ma tante ont essayé de prendre notre maison, a-t-elle expliqué à un camarade curieux lors d'un rendez-vous de jeu que j'ai entendu, mais je les ai enregistrés en train de dire des choses méchantes et je les montrai au juge. Maintenant ils ne peuvent pas la prendre et ils sont désolés. Parfois, les adultes font aussi de très mauvais choix. Sa résilience me rendait humble chaque jour. Quant à mes parents, le processus de réconciliation avançait par étapes hésitantes. 3 mois après le tribunal, ils ont demandé une réunion sans Sophie. Nous nous sommes rencontrés dans un café en terrain neutre où ma mère a pleuré et mon père a fixé ses mains pendant qu'ils offraient des excuses qui contenaient encore en quelque sorte des justifications. Nous nous sommes laissés emporter par l'idée d'aider Amanda, a expliqué ma mère. Elle était dans une telle difficulté financière et nous pensions que sacrifier ma stabilité était un dommage collatéral acceptable. J'ai fini quand elle s'est tue. Nous avions tort, a dit mon père simplement. C'était peut-être la première fois que je l'entendais admettre une faute aussi directement. Je n'ai pas offert de pardon facile, mais j'ai accepté de continuer l'arrangement actuel de visite supervisée avec Sophie avec la possibilité de revoir les restrictions après plus de temps passé. Amanda est restée distante, ayant déménagé à 2 heures de là pour commencer un nouveau travail. Elle a envoyé à Sophie une carte d'anniversaire sans adresse de retour, une petite offre de paix qui ne s'étendait pas à moi.
J'étais d'accord avec ça. Certaines relations peuvent être irréparables, et j'apprenais que c'était correct aussi. Le développement le plus inattendu est venu de ma relation avec notre voisine d'à côté Léa, une infirmière d'hôpital au début de la trentaine. Elle vivait à côté de nous depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais dépassé les signes amicaux et les discussions occasionnelles sur l'entretien de la pelouse. Durant le drame judiciaire, elle avait remarqué mon stress et avait commencé à apporter des repas faits maison pour aider. Ce qui a commencé comme une préoccupation de voisinage a évolué en une véritable amitié. Elle s'est jointe à Sophie et moi pour des soirées cinéma, a aidé à la rénovation de notre jardin, et est devenue le contact d'urgence fiable qui me manquait auparavant. Sophie l'adorait, particulièrement après avoir découvert le talent de Léa pour les techniques de tressage élaborées. Tu sais, a dit Léa un soir alors que nous étions assis sur le porche à regarder Sophie jouer avec Pimpkin dans le jardin. Ce qui s'est passé avec ta famille était terrible, mais la façon dont tu as protégé Sophie, comment tu as géré tout ça depuis, ça en dit long sur qui tu es. Ces mots et la chaleur dans ses yeux en les disant ont allumé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Que notre relation se développe au-delà de l'amitié restait à voir, mais pour la première fois depuis le divorce, je me sentais ouvert à la possibilité. Sur le plan juridique, Marcus m'a aidé à obtenir un prêt hypothécaire approprié via une coopérative de crédit locale, me permettant de rembourser mes parents complètement et de transférer l'acte à mon nom. Les frais de clôture ont mis à rude épreuve mon budget, mais la tranquillité d'esprit valait chaque centime. Le jour où j'ai reçu l'acte officiel, je l'ai encadré et accroché dans le couloir, un rappel que cette maison était vraiment légalement la nôtre maintenant. Personne ne pouvait nous l'enlever. Est-ce que cela signifie que grand-mère et grand-père ne pourront plus jamais essayer d'avoir notre maison ? A demandé Sophie quand je lui ai montré. C'est exact. C'est officiellement à nous maintenant. 100%. Elle a étudié le document. Sérieusement. Bien, parce que j'aime notre maison. Moi aussi, ma chérie. Pour célébrer cette étape, nous nous sommes lancés dans un projet de rafraîchissement de toute la maison. Rien d'extravagant. De la peinture fraîche, quelques nouveaux meubles, réarranger les espaces pour mieux convenir à nos besoins. Avec chaque changement, la maison ressemblait moins à l'endroit où j'avais grandi et plus à la maison que Sophie et moi avions créée ensemble. Mon ajout préféré était un grand mur de liège dans la cuisine où Sophie affichait ses œuvres d'art et où j'épinglais des avis importants et des souvenirs. Parmi ceux-ci se trouvait une citation que j'avais trouvée et qui résonnait profondément. La famille n'est pas une question de sang. C'est qui est prêt à vous tenir la main quand vous en avez le plus besoin. Un samedi ensoleillé de mai, 6 mois et 2 semaines après l'affaire judiciaire, mes parents sont venus pour leur première visite non supervisée chez nous depuis l'incident. C'était un pas timide vers un nouveau type de relation. Pas un retour à ce qui était, mais peut-être le début de quelque chose de plus sain. Alors qu'ils admiraient les changements que nous avions apportés à la maison, complimentant la chambre violette de Sophie et le jardin florissant, je les regardais avec des yeux clairs. C'étaient des gens imparfaits qui avaient commis une terrible erreur, poussés par des priorités mal placées et de vieux schémas. Je ne leur ferai plus jamais entièrement confiance, mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui avait été perdu. Vous avez fait de cet endroit le vôtre, a observé mon père alors que nous traversions le salon avec son nouvel arrangement et ses couleurs. Oui, j'ai acquiescé. C'est exactement ce que nous avons fait. Plus tard, après leur départ et alors que Sophie m'aidait à préparer le dîner, elle a posé une question qui montrait une fois de plus sa perception remarquable. Papa, tu es toujours fâché contre grand-mère et grand-père ? J'ai réfléchi à comment répondre sincèrement tout en restant approprié à son âge. Je ne suis pas aussi en colère que je l'étais, ai-je finalement dit. Mais je suis encore triste de ce qui s'est passé, et il faudra plus de temps avant que je puisse leur faire entièrement confiance à nouveau. Elle a hoché la tête, déchirant soigneusement des feuilles de laitue pour notre salade. Je pense qu'ils sont vraiment désolés. Je le pense aussi. Est-ce que les gens peuvent faire de très mauvaises choses et être quand même de bonnes personnes ? A-t-elle demandé. La question m'a frappé par sa profondeur. C'est une question compliquée, ai-je admis. Je pense que les gens sont un mélange de bons et de mauvais choix. Un très mauvais choix ne rend pas quelqu'un tout mauvais pour toujours. Mais cela signifie qu'ils doivent travailler dur pour montrer qu'ils ont changé et qu'ils ne feront plus ce même mauvais choix. Comme quand j'ai menti sur le brossage de mes dents et qu'ensuite j'ai dû prouver que j'étais à nouveau digne de confiance en te montrant ma brosse à dents tous les soirs. J'ai souri à sa comparaison. Quelque chose comme ça. Oui,
juste à une échelle beaucoup plus grande. Elle a considéré cela tout en arrangeant des tomates sur la laitue. Je pense que nous devrions leur donner une chance de prouver qu'ils sont à nouveau dignes de confiance. Pas avec notre maison, mais avec d'autres trucs. Je pense que tu as raison. J'ai accepté. Et c'est exactement ce que nous faisons. Ce soir-là, après avoir bordé Sophie, je me suis assis sur le porche arrière avec une tasse de café. Réfléchissant au voyage de l'année passée, la trahison avait brisé ma compréhension de la famille. Mais à partir de ces morceaux brisés, Sophie et moi avions créé quelque chose de plus fort.